9 secondes et 89 centièmes. C'est exactement le temps qu'a couru Noah Lyles pour décrocher le bronze au dernier championnat du monde face aux meilleurs sprinteurs de la planète. Et ce chrono-là, un athlète universitaire de 3e division, sans la moindre bourse sportive, sans programme d'élite, sans installation digne de ce nom, vient de le courir exactement à l'identique. Comment un garçon que toutes les grandes universités américaines ont refusé peut-il, du jour au lendemain, devenir l'un des 2 hommes les plus rapides de toute la planète en 2026 ? On va y arriver, mais avant ça, il faut vraiment comprendre à quel point cette histoire semble impossible. Et avant d'aller plus loin, un like m'aiderait vraiment à faire connaître ce genre de récit, parce que celui-ci mérite d'être vu par un maximum de monde. Oshkosh, dans le Wisconsin. Ce n'est absolument pas l'endroit qu'on associe au sprint de classe mondiale. Pas une ville avec un quelconque historique de production d'athlètes de très haut niveau. Juste une ville typique du Midwest américain, où les enfants jouent au football américain, au baseball, au soccer, et où la plupart d'entre eux ne pensent jamais à courir en ligne droite pour en faire un métier. Ce garçon a grandi là-bas. Il pratiquait le flag football, le basketball, le soccer en salle et la natation en compétition. Au lycée, il jouait au baseball à l'automne, et quand il a été recalé de l'équipe de basketball, il s'est mis à courir sur piste. Aussi simplement que ça. Pas de plan, pas de destin tracé, juste un adolescent cherchant quelque chose à faire pendant l'hiver. Et puis quelque chose d'étrange s'est mis à se produire. Il était rapide. Vraiment rapide. Il court en 10,83 secondes sur 100 mètres et en 21,99 secondes sur 200 mètres lors de sa dernière année de lycée. Il remporte les 2 titres de champion d'État du Wisconsin sur ces distances et y ajoute même le titre du saut en longueur. 3 titres d'État en une seule saison. Largement de quoi attirer l'attention des grands programmes universitaires de première division, non ? Il devait forcément y avoir des appels qui pleuvaient. Le seul entraîneur qui a appelé, c'est celui du saut en longueur de l'université du Wisconsin à La Crosse, un établissement de 3e division, l'école même où avaient étudié ses 2 parents, à un peu plus d'1 kilomètre du domicile de ses grands-parents. Chaque programme de première division en Amérique a continué à faire défiler son dossier sans s'arrêter. Réfléchissez vraiment à ça. 3 titres d'État. Et la seule offre sur la table venait d'une école de 3e division où les athlètes ne touchent même pas la moindre bourse sportive. Pas une bourse réduite. Pas une offre partielle. $0. Le message envoyé par tout le système universitaire américain était limpide. Tu n'es pas assez bon pour nous. Il arrive donc à La Crosse, en 3e division, ce niveau que personne ne regarde vraiment, où les chronomètres ne comptent pour rien aux yeux de la Diamond League, où même remporter un titre national ne représente presque rien pour le reste du monde de l'athlétisme. Et il commence immédiatement à pulvériser les records. Dès sa première année, il remporte le titre national de 3e division sur 100 mètres. Puis il le remporte de nouveau. Et encore. Et encore. 4 titres nationaux consécutifs sur 100 mètres, 3 sur 60 mètres, 3 autres sur 200 mètres. Au moment d'obtenir son diplôme, il compte 11 titres nationaux individuels à son nom en 3e division. L'une des plus grandes carrières de sprint jamais réalisées à ce niveau dans l'histoire du sport universitaire américain. Et pourtant, en dehors de ce microcosme, personne ne s'en soucie vraiment. Parce que voici la réalité brutale de la situation, remporter un titre national de 3e division sur 100 mètres, ça signifie courir quelque part autour de 10,2 à 10,4 secondes. C'est authentiquement rapide, mais ça reste extrêmement loin des chronomètres réalisés par les hommes qui atteignent les finales des championnats du monde. L'écart entre les nationaux de 3e division et les sélections olympiques est déjà colossal. L'écart entre ces mêmes nationaux et les championnats du monde relève carrément d'une autre planète. Et la question à laquelle personne ne peut répondre, c'est de savoir si ce garçon est réellement un talent d'élite ou simplement le plus rapide d'un lot médiocre, quelqu'un qui va rapidement atteindre son plafond dès qu'il affrontera une vraie concurrence. Personne ne le sait encore. Puis il se rend aux sélections olympiques 2024 et affronte les meilleurs sprinteurs américains sur 100 mètres. Il tient parfaitement sa place. Il ne se qualifie pas pour l'équipe, mais il a clairement sa place sur cette piste. Pour la première fois, le monde de l'athlétisme, au-delà des frontières du Wisconsin, commence à porter un peu d'attention à ce nom. Mais c'est ce qui vient ensuite que presque personne ne connaît. La partie qui explique vraiment qui est ce garçon. Après avoir bouclé sa carrière universitaire avec 11 titres nationaux, il doit faire un choix. Il veut passer professionnel. Il veut savoir s'il est réellement de niveau mondial. Il veut s'entraîner avec les meilleurs entraîneurs et découvrir,
une bonne fois pour toutes, si le système s'était trompé à son sujet. Pour ça, il doit déménager en Floride, pour rejoindre un groupe d'entraînement dirigé par l'un des entraîneurs de sprint les plus respectés d'Amérique, l'homme qui a mené une athlète au titre mondial en 2023, qui travaille avec l'un des meilleurs sprinteurs actuels. Mais ce groupe d'entraînement se trouve en Floride. Lui est dans le Wisconsin. Il n'a ni argent, ni sponsor, ni contrat professionnel. Alors il trouve un emploi dans un petit aéroport régional, travaille pendant toute la basse saison, économise chaque dollar, puis emballe tout et déménage en Floride pour poursuivre un rêve que tout le monde, sauf lui, semble considérer comme complètement fou. Un garçon qui a passé 4 années à remporter des titres de 3e division ignorés du monde entier se retrouve désormais à travailler dans un aéroport pour financer sa tentative d'atteindre la scène mondiale. Ce simple détail résume à lui seul toute cette histoire. Il arrive en Floride. Il s'entraîne avec ce groupe d'élite. Il s'entraîne aux côtés d'athlètes olympiques et mondiaux confirmés, dont une championne du monde 2023 et un finaliste des derniers mondiaux. Et quelque chose commence à se produire à l'entraînement, quelque chose que son entraîneur remarque immédiatement. Ce garçon a réellement sa place ici. Son record personnel en entrant dans la saison 2026 est de 10,05 secondes. Rapide, mais pas encore de niveau mondial. Il court 5 fois en tout début de saison, dont 3 fois en altitude. Il ne passe jamais sous les 10 secondes. Il ne finit jamais mieux que 3e. Les sceptiques recommencent à s'aligner. Peut-être qu'il n'est effectivement qu'un gamin de 3e division. Peut-être que sa présence aux sélections olympiques représentait déjà son plafond absolu. Peut-être que quitter un emploi stable pour un travail d'aéroport et déménager en Floride était la chose la plus courageuse, ou la plus stupide, que quiconque ait jamais tenté dans le sprint américain. Et puis, le 30 mai 2026, tout bascule. Avant de vous donner ce chrono, pensez un instant à Noah Lyles, parce que celui-ci a passé des années à répéter, à qui voulait bien l'entendre, que ce sport avait besoin de plus de monde, que l'athlétisme devait toucher de nouveaux publics, de nouvelles communautés, de nouveaux visages, que les athlètes qui triment dans l'ombre sans jamais recevoir la lumière constituent véritablement l'ossature de tout, ce sport. Il l'a dit en interview. Il l'a répété sur les réseaux sociaux. Ce sport est fait pour tout le monde. La vitesse se moque complètement de l'université que vous avez fréquentée. La vitesse ne vérifie jamais votre statut de boursier avant de décider qui mérite d'être élite. Et voilà qu'un garçon, sans le moindre dollar de bourse, venu du Wisconsin, vient de courir exactement le même temps que Lyles lui-même pour décrocher le bronze au championnat du monde. Vous imaginez bien ce que dirait Lyles en voyant ce chiffre. Il dirait que c'est précisément ce dont il parle depuis toujours. Que c'est exactement pour ça qu'il se bat, pour que ce sport soit enfin vu. Parce que ce garçon est la preuve vivante que le talent ne vit pas uniquement dans les programmes de première division, les contrats Nike et les filières olympiques toutes tracées. Parfois, il vit chez un gamin qui enchaîne les gardes dans un petit aéroport du Wisconsin, économisant chaque dollar, misant absolument tout sur lui-même. Posez un commentaire dès maintenant. Pensiez-vous qu'un garçon de 3e division ayant travaillé dans un aéroport puisse un jour devenir l'un des hommes les plus rapides de la planète? J'ai vraiment besoin de savoir si quelqu'un avait vu venir ça. Le 30 mai 2026, à Cleveland dans le Tennessee, lors du Music City Track Carnival. Il s'aligne sur 100 mètres. Il court en 9,89 secondes. Sa toute première performance légale sous la barre des 10 secondes. Il a même complètement sauté l'étape des 9,9 quelque chose. Il passe directement de 10,05 secondes à 9,89 secondes. En une seule course. Américain le plus rapide de l'année 2026. Deuxième performance mondiale de la saison, à égalité. Laissez-moi replacer ce chiffre dans son contexte complet, parce qu'il en a vraiment besoin pour être pleinement mesuré. Au dernier championnat du monde de Tokyo, dans l'une des plus belles finales du 100 mètres de ces dernières années, l'or est revenu à un athlète jamaïcain en 9,77 secondes. L'argent à un autre jamaïcain en 9,82 secondes. Et Noah Lyles, 8 fois champion du monde, champion olympique, sprinter le plus dominant de sa génération, avait décroché le bronze en 9,89 secondes. C'est exactement le même temps que ce garçon vient de courir dans le Tennessee. Ce même 9,89 qui avait valu à Lyles sa place sur le podium mondial. Si ce garçon avait été présent dans cette finale-là, il terminait 3e au championnat du monde. Un garçon sans le moindre dollar de bourse, 11 titres nationaux de 3e division que personne en dehors du Wisconsin n'a jamais regardé, un emploi d'aéroport pour financer son déménagement en Floride, 3e mondial. Il est passé de 10,05 à 9,89 secondes en une seule course. Son entraîneur, lui, n'était absolument pas surpris.
Il a expliqué que c'était exactement ce que révélait le travail à l'entraînement, que ce garçon en était capable et que ce n'était qu'une question de temps avant que ça n'arrive. Et il y a un dernier élément autour de cette course dont le monde de l'athlétisme parle à mots couverts, mais qui mérite d'être dit clairement. Ces 9,89 secondes font de lui le sprinter blanc le plus rapide de toute l'histoire du sprint professionnel. En plus de 60 ans de sprint professionnel, personne qui lui ressemble n'avait jamais couru plus vite. Ce n'est pas un détail anodin. C'est un fait historique qui place cette performance dans une catégorie d'accomplissement totalement à part. 9 secondes 89. Répétez-le encore une fois. Le gamin de 3e division du Wisconsin qui travaillait dans un aéroport vient de courir 9,89 secondes. Après la course, il a publié une seule phrase sur les réseaux sociaux, expliquant que passer sous la barre des 10 secondes n'était plus simplement un objectif, mais que c'était devenu une véritable obsession, que des années de sacrifice, de travail acharné, de discipline et de conviction venaient de se rejoindre sur cette piste. Pas de grand discours. Pas de liste de gens à qui il aurait voulu prouver quelque chose. Juste un homme qui savait exactement ce que ça lui avait coûté d'arriver là, et qui voulait que tout le monde comprenne ce prix. Des années de sacrifice. Réfléchissez à ce que ça représente vraiment pour lui. 4 années de championnats nationaux de 3e division ignorés du monde entier. Un emploi d'aéroport pour pouvoir se permettre de poursuivre son rêve. Vivre en Floride, loin de sa famille, loin de ses grands-parents installés à 1 kilomètre à peine de son ancien campus, loin de tout ce qui lui était familier et confortable. Tout ça pour un seul chiffre, 9,89. Et tous ceux qui sont passés à côté de lui, tous ces entraîneurs de première division qui ont fait défiler ses chronomètres de lycée sans s'arrêter, tous ces programmes qui n'ont jamais décroché leur téléphone, ils regardent tous ce chiffre en ce moment même. Los Angeles 2028, c'est dans 2 ans. Il aura 25 ans, en pleine force de l'âge, des Jeux Olympiques à domicile sur le sol américain. La finale du 100 mètres, dans un pays qui adore les histoires d'outsiders plus que n'importe quel autre au monde. Le garçon dont personne ne voulait est aujourd'hui l'un des 2 hommes les plus rapides de toute la planète. Alors, voici ce que j'aimerais que vous me disiez en commentaire. Los Angeles 2028, il intègre l'équipe américaine, il s'aligne en finale olympique du 100 mètres, à domicile, devant 80 000 spectateurs qui connaissent désormais toute son histoire. Est-ce qu'il décroche une médaille? Est-ce qu'il prouve, une bonne fois pour toutes, que tous ces programmes de première division qui l'ont ignoré viennent de commettre la pire erreur de recrutement de toute l'histoire du sprint américain? Donnez-moi votre réponse en dessous, je lis absolument chaque commentaire. Et si cette histoire vous a marqué autant que moi, pensez vraiment à laisser un like et à vous abonner, ça compte énormément pour faire connaître ce genre de récit qui mérite vraiment d'être raconté.